All rise, vous l'avez. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, Ms. La juge présidente, oui, maître Van Wistinghausen. Maître Van Wistinghausen. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. Avant de répondre aux observations de la défense, permettez-moi de dire deux choses. Je vais aborder l'essentiel des arguments présentés par la défense, mais ma collègue, Maître Beaulieu-Lucier, parlera de l'applicabilité du droit soudanais après moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour répondre aux arguments de la défense, permettez-moi de faire quelques observations générales. Votre jugement, le jugement du 6 octobre, pour avoir consulté nos clients, nous savons qu'il revêt une importance particulière pour les 1592 victimes participantes que je représente ici aujourd'hui, ainsi que pour leurs familles et leurs communautés. Elles ont le sentiment d'avoir enfin obtenu une forme de justice, même si cela semble être une goutte d'eau dans l'océan, eu égard à la souffrance qu'ils ont subie, qu'elle soit physique, psychologique ou matérielle. Le temps écoulé entre les événements survenus en 2003 et 2004 et la souffrance continue et qui semble être interminable. Nous avons entrepris des consultations en personne et à distance après que votre jugement a été rendu. Nous avons donc pris contact avec 5 lieux différents où se trouvent les victimes participantes, à savoir Kodom, Bindizi, Moukchar, Delej et le camp Kalma. J'ai pu recueillir autant de vues et de préoccupations que possible en vue de la fixation de la peine appliquée, adaptée, à appliquer à M. Abdelrahman. Les opinions et les positions exprimées par nos clients sont détaillées dans nos écrits. En bref, et après leur avoir expliqué le cadre juridique de la CPI en matière de fixation de la peine, les victimes ont dit avoir confiance en la Cour et faire confiance à la Cour, à cette Chambre, pour que la peine appropriée soit imposée à M. Abdelrahman. Et à répétition et sans exception, les victimes participantes se sont exprimées en faveur de la position suivante, à savoir que M. Abdelrahman ne devrait pas être autorisé à retourner au Darfour. Je pourrais m'arrêter là-dessus et m'asseoir. Toutefois, les arguments relatifs à la fixation de la peine présentés par la défense en nom de M. Abdelrahman sont d'une nature telle qu'on ne peut y répondre, qu'on ne puisse y répondre. Je comprends à quel point il est difficile de militer en faveur d'une peine réduite pour M. Abdelrahman eu égard au jugement de la Chambre de première instance et du fait qu'il a été reconnu coupable de la commission des crimes d'envergure internationale des plus graves, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme le meurtre, pillage, atteinte à à la dignité personnelle, persécution pour des motifs politiques, ethniques et liés au genre, viol et torture. Mais la défense nous fait une demande qui n'est pas raisonnable à notre sens et qui n'est pas fondée du point de vue juridique. Ce que la défense demande, à mon humble avis, est déraisonnable et n'est pas fondé du point de vue juridique. Et je dois à mes clients de réagir aux observations qui ont été faites par la défense. D'abord, permettez-moi de parler de la gravité des crimes. Parmi les considérations générales relatives à la gravité des crimes commis, la défense note à juste titre au paragraphe 14 et 15 de ses écrits qu'il n'y a pas de hiérarchie s'agissant des différents modes de responsabilité. La peine dépend d'une évaluation concrète du degré de participation, du degré d'intention, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce. Donc il y a une évaluation quantitative et qualitative. M. Abdelrahman a été condamné pour tous les crimes commis
lors des opérations de Boukjar et d'Elej en qualité de co-auteur, ainsi que des crimes de meurtre à Delej uniquement, torture, atteinte à la dignité personnelle et persécution en tant que auteur direct, conformément à l'article 25.3a du statut. Il était le co-auteur des assassinats, et M. Nichols nous l'a rappelé ce matin, de l'assassinat de 53 personnes à Mouktar et 114 personnes à Delej. Tous ces meurtres ont été perpétrés sur une durée de 2 jours. Au moins 3 enfants et 8 chefs communautaires ont été tués. À Delej, il a personnellement tué 2 victimes, Génif et le cheikh Motor. Ce dernier, en plein public, devant le commissariat de Delej. Il l'a fait avec sa hache. Et c'est vraiment la pointe visible de l'iceberg, et aucun de ces facteurs ne milite en faveur de M. Abdelrahman, bien au contraire. La gravité ou l'aspect gravité a été débattu de façon détaillée dans nos observations au paragraphe 54 à 87, et par conséquent, je vais faire référence à cela. Deuxièmement, la défense établit à juste titre au paragraphe 16 les facteurs qui devraient être pris en considération comme étant des circonstances aggravantes au sens de la règle 145.2 du règlement. Hormis les condamnations criminelles antérieures, M. Abdelrahman répond à tous les critères, satisfait tous les critères. Abus de pouvoir, commission de crime où les victimes étaient particulièrement sans défense, commission de crime avec une cruauté particulière où il y avait plusieurs victimes, commission de crime pour quelque motif que ce soit, y compris la discrimination. Et encore une fois, M. Nichols a répondu à tous ces arguments ce matin. Le jugement traite de tous les facteurs liés à la condamnation de M. Abdelrahman, et il va sans dire que la commission des crimes était prévisible. Les conséquences d'un crime ou d'une infraction s'agissant de laquelle ou au sujet de laquelle une personne a été condamnée peut être considérée comme une facteur aggravante d'une manière ou d'une autre si ces conséquences étaient à tout le moins objectivement prévisibles par la personne condamnée. La Chambre d'appel a établi dans l'affaire Ntaganda que la cruauté particulière de certains crimes doit également avoir été prévisible d'une manière objective par la personne condamnée avant d'être considérée comme une circonstance aggravante. Ici, je cite quelques exemples. Paragraphe 433 du jugement de la Chambre de première instance, et je cite, « Les membres des Janjaweed ont dénudé les femmes et ont utilisé les vêtements pour les empêcher, les mettre dans leur bouche pour les empêcher de crier. » Fin de citation. Paragraphe 894 du jugement. Ils ont enlevé un enfant des bras de sa mère, l'ont jeté en l'air et l'ont laissé tomber par terre. Fin de citation. De nombreux Janjaweed ont agi d'une manière qui démontre une cruauté particulière dans la commission des crimes. Et je ne parle pas uniquement de torture, mais de tous les autres crimes pour lesquels M. Abdelrahman a été reconnu coupable. Et qu'il était prévisible. On n'a qu'à penser au langage péjoratif et discriminatoire utilisé par les Janjaweed, notamment à l'égard de la population four. La Chambre a également conclu, par exemple, que l'impact du conflit armé sur la population civile, où le nombre de pertes civiles a considérablement dépassé le nombre de morts parmi les combattants, était prévisible eu égard à des campagnes militaires à grande échelle précédemment survenues au Soudan. De plus, la Chambre a été persuadée que les membres des Janjaweed étaient au courant du fait que le transfert et le déplacement des victimes se produiraient dans le cours ordinaire des événements et que l'impact sur la population civile serait d'une opération armée à grande échelle au Soudan, comme celle de Koudoum Binizé, était prévisible. La défense essaie de faire valoir maintenant que le grade inférieur de M. Abdelrahman devrait être pris en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer la peine à imposer à M. Abdelrahman. La Chambre de première instance a conclu à l'unanimité que M. Abdelrahman exerçait une autorité suprême sur les Janjaweed. Or, voilà que la défense essaie de ressasser ses arguments par une voie détournée sous prétexte qu'il s'agit d'observations relatives à la fixation de la peine. La Chambre de première instance 7, dans l'affaire Bemba et consorts, a décrit clairement que
la fixation de la peine n'est pas un forum pour contester la décision ou les conclusions de la Chambre de première instance. De la même manière, la Chambre de première instance 10, dans l'affaire Al-Hassan, ou dans sa décision relative à la peine, a confirmé le fait que toute contestation aux constats et aux conclusions du jugement de première instance vont à l'encontre de la procédure relative à la fixation de la peine et font partie d'un appel éventuel plutôt que des observations liées à la fixation de la peine devant la présente Chambre. Or, c'est précisément ce que tente de faire la défense en l'espèce, et cet argument devrait être rejeté sur cette base uniquement. De plus, M. Abdelrahman n'était... Je me reprends donc de plus. Si M. Abdelrahman n'était pas l'autorité suprême, cela en soi n'est pas un facteur atténuant. De nombreux accusés comparaissant devant le TPY n'étaient pas les plus hauts gradés, mais ils étaient néanmoins en position de pouvoir lorsqu'ils ont commis des crimes graves. Ils n'ont pas bénéficié de circonstances atténuantes pour des crimes commis alors qu'ils n'occupaient pas le plus haut rang. Ce n'est pas l'argument qui tient la route. Ce qui importe, c'est comment l'autorité a été exercée. Lorsqu'un accusé détient une position d'autorité, qu'il commandait le respect de la part de ses subalternes et qu'il abusait de son pouvoir pour ordonner des violations au droit international, eh bien cela est traité comme un facteur aggravant et non pas comme circonstance atténuante. En l'espèce, l'accusé n'a pas agi sous pression ou malgré lui. Bien au contraire, il a agi avec enthousiasme, il a commis ses crimes avec zèle. Et la Chambre a conclu qu'il les a commis en qualité d'auteur principal. Par conséquent, cet argument doit être rejeté et ne doit pas être pris en compte dans la détermination de la peine, bien au contraire. De plus, la défense suggère que obéir aux ordres était obligatoire. La défense ressasse ici son argument présenté en procès, à savoir le moyen de défense numéro 3, qui s'est fondé sur une erreur de droit conformément à l'article 32.2 du statut. La défense dit qu'il doit être pris en compte comme circonstance atténuante. La défense essaie de faire valoir comme Abdelrahman ne savait pas que son comportement serait constitutif de crime au titre du droit international humanitaire. Par conséquent, cela éliminerait l'élément de la connaissance au titre des articles 30 et 32.2 du statut et par conséquent, cela devrait atténuer la peine qui lui sera imposée au titre de l'article 145.2 AI. La défense fait valoir également que M. Abdelrahman avait l'impression qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres à la suite du discours prononcé par Haroun en août 2003 à Moukjar, lorsque celui-ci a donné comme instruction aux Janjaweed de tuer, piller et violer. Dans l'affaire Ongwen, la Chambre a rejeté une telle tentative de la part de la défense pour ressasser un argument déjà présenté lors du procès, à savoir celui de la contrainte aux fins de l'atténuation de la peine. La Chambre de première instance, conclusion confirmée ultérieurement par la Chambre d'appel, a rejeté cet argument car la défense s'est fondée sur les mêmes faits lors de la fixation de la peine que les arguments qu'ils avaient présentés en procès et que la Chambre avait déjà évalué tous ces éléments de preuve et qu'ils les avait rejetés et rejeté l'interprétation de la défense. Par conséquent, elle rejetait ces observations liées à la fixation de la peine pour les mêmes motifs. Par conséquent, cet argument de la défense doit être rejeté de la même manière qu'il a été rejeté lors du procès. Mais à titre d'argument, je voudrais rappeler à la Chambre la chose suivante. Lors du procès, le témoin de la défense D16 avait expliqué, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre mémoire en clôture, que la structure juridique militaire, d'après le Code militaire de 1986, distinguait entre les ordres licites et illicites et engagerait la responsabilité pénale de celui qui a donné l'ordre illicite et de la personne qui a exécuté un tel ordre. De plus, le D16 a rejeté la suggestion selon laquelle le refus d'obéir à un ordre entraînerait le risque immédiat de l'imposition de la peine de mort. Plutôt, et sans grande surprise, j'ajouterai, la pratique dans une telle situation est souvent résolue par des procédures formelles, y compris des procédures judiciaires avec un conseil représentant l'accusé, si nécessaire. Dans son jugement de première instance, la Chambre a examiné
en long et en large l'argument de la défense et a conclu qu'une personne raisonnable dans la position de l'accusé n'aurait pas été trompée au point de croire que ses actes et son comportement durant les événements visés par les charges étaient licites ou justifiés. Paragraphe 59 du jugement en première instance. La Chambre de première instance a également conclu qu'il n'était pas pertinent de savoir si l'accusé avait reçu une formation en droit humanitaire international ou pas. La défense n'a pas présenté de nouveaux éléments ou de nouveaux arguments qui mériteraient la reconsidération de cet argument en tant que facteur atténuant. Bien au contraire. La défense se fonde sur le fait que les témoins avaient peur ou ont eu peur à la suite du discours prononcé par Aaron et croyaient que Aaron avait le pouvoir de donner de tels ordres. Toutefois, le fait d'avoir peur de quelque chose en soi n'établit pas qu'une personne raisonnable dans une situation similaire aurait supposé que l'ordre était obligatoire. C'est une simple supputation de la part de la défense qui ne fonde sur rien et devrait par conséquent être rejetée. Si nous examinons le témoignage du P903, celui-ci a dit, et je cite, « Lorsque j'ai entendu cela, j'ai eu peur, parce que j'appartiens à l'ethnie Four, et le discours de Aaron ciblait à l'évidence les Fours. Par conséquent, j'ai décidé de quitter le marché immédiatement et je ne suis pas resté pour écouter le reste de son discours. » Fin de citation. Et d'ajouter, comme ce qu'il disait était dangereux et j'avais peur, j'ai choisi de partir. Le témoin P922 n'a pas précisé dans sa déposition qu'il avait peur de ce discours, mais qu'il avait simplement entendu Haroun prononcer ce discours. Il n'a pas été question de la contestation de l'autorité de Haroun. Le P916 n'a pas précisé non plus qu'il a eu peur à la suite de ce discours. Il a simplement indiqué qu'il avait entendu Haroun prononcer ce discours et qu'à son avis, il a exprimé son avis, à savoir que le pillage a commencé en conséquence du discours. Et d'ailleurs, la juge Corner, pendant le procès, est intervenue pour dire que il n'était pas en mesure de nous dire cela, il ne pouvait parler que du discours et de ce qui s'est passé après cela. Le témoin P984 ne traite pas du contenu du discours de Haroun et ne parle pas de peur ressentie par les personnes qui étaient présentes qui auraient indiqué une nécessité d'obéir aux ordres. En revanche, il parle d'un cas où Haroun a été respecté et qu'on l'a laissé se déplacer. La Chambre de première instance, dans son jugement, a conclu que Haroun n'avait pas l'autorité juridique de donner de tels ordres. Et aucun témoin n'a déposé en disant qu'il a eu le sentiment qu'il était obligé de respecter ces ordres. Donc même si M. Abdelrahman n'avait qu'obéi aux ordres, il n'aurait pas pu penser que de tels ordres n'étaient pas un crime. Une erreur de droit ne peut être un moyen de défense valide que si l'accusé ne connaît pas les éléments objectifs normatifs du crime et qui ne comprend pas la signification sociale de celui-ci. Toutefois, il n'y a aucune ambiguïté, ni sur le plan culturel, ni sur le plan social, quant à la nature criminelle d'un ordre de tuer quelqu'un, de piller ou de violer. Cet argument n'a pas été retenu en procès, il ne doit pas être retenu aujourd'hui. Même en appliquant la norme d'administration de la prépondérance des éléments de preuve, je ne peux voir de conclusion positive qui nous permettrait de tirer une conclusion en faveur de M. Abdelrahman. L'accusé faisait partie de l'armée, il a déjà travaillé au sein des forces régulières soudanaises. Les ordres étaient à l'évidence illicites, à tel point que M. Abdelrahman aurait eu l'obligation, contrairement à ce que avance la défense, de désobéir à ces ordres en tout état de cause. Dans l'affaire Bralo, devant le TPY, la Chambre a conclu qu'il est du devoir de toute personne impliquée dans un conflit armé de respecter pleinement les normes pertinentes du droit humanitaire international. Et s'il est vrai que Bralo a subi des pressions pour participer à des activités de combat, il est néanmoins demeuré obligé légalement et moralement de se comporter conformément à ces normes. La Chambre de première instance a rappelé par exemple le traitement brutal particulier de la part d'un témoin entre les mains de M. Bralo et de sa participation à l'assassinat de nombreux civils, y compris des enfants, et l'humiliation des détenus civils en les obligeant
à faire des rituels religieux. Toutes ces actions, d'après la Chambre de première instance, expriment un mépris total pour les lois régissant le conflit armé et un manque de respect total pour la dignité et la vie humaine. Dans une affaire devant le TP hier, Nsegiwa Ntabakouze, la Chambre a déterminé qu'il s'agissait de crimes, d'actes, et nous pourrons toujours vous envoyer la référence. En l'espèce, les ordres étaient manifestement illicites, et même si les crimes étaient des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre qui ne faisaient pas partie du droit soudanais avant 2006, M. Abdelrahman aurait dû refuser de les exécuter. Il aurait dû refuser d'exécuter tout ordre illicite. Pour revenir à l'élément enthousiasme, et pour ne pas dire le zèle avec lequel M. Abdelrahman a exécuté les opérations et commis des crimes en tant qu'auteur direct, cela est on ne peut plus loin de l'affirmation selon laquelle M. Abdelrahman a eu le sentiment que les ordres étaient obligatoires ou qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Nous l'avons dit par le passé, la position de la défense est tout simplement vague, de façon inacceptable, et qu'elle manque de détails nécessaires pour établir, au titre des articles 30 et 32, des arguments relatifs à l'état mental réel de l'accusé. C'est le résultat naturel de la position initiale de la défense, à savoir que M. Abdelrahman n'avait rien à voir avec les événements visés par les charges. S'il est vrai qu'un accusé peut avancer des positions et des moyens au titre des articles 30 et 32 du statut, l'efficacité de tels arguments est fondée sur une reconnaissance que l'accusé était présent aux événements pertinents et qu'il a commis certains actes précis. Un accusé qui se retire complètement de la scène ne peut pas présenter une position crédible sur la base de supputations et dire que son état mental ou son comportement a été impacté par ces circonstances. En fait, ces observations ne devraient avoir aucun impact sur l'atténuation de la peine. J'en arrive maintenant aux facteurs potentiellement atténuants que la Chambre pourrait prendre en considération ou qu'elle devrait prendre en considération selon la défense. Pour être très clair, de l'avis des victimes participantes, il n'en existe aucun. Nos clients ont de la difficulté à accepter que l'on en débatte aujourd'hui. Mais je suppose que mon devoir est de vous faire part de ces vues et préoccupations. D'abord, la défense invoque l'âge de M. Abdelrahman comme circonstance atténuante. Toutefois, la défense se trompe en essayant de faire valoir que l'accusé a une attente légitime d'être réuni avec sa famille parce que ce n'est pas un élément pertinent que la Chambre devrait prendre en considération dans l'évaluation de la peine appropriée, encore moins pour en faire un facteur atténuant. Deuxièmement, l'état de santé de l'accusé. La défense tente d'obtenir des circonstances atténuantes sur la base de l'état de santé de M. Abdelrahman. J'admets que la jurisprudence constante de la Cour est que la santé peut constituer un facteur atténuant. Toutefois, cela n'est vrai que dans des situations extrêmes et exceptionnelles, par exemple des conditions sanitaires très graves de la personne condamnée ou un accusé en phase terminale. En l'espèce, M. Abdelrahman, hormis son âge, ne démontre aucune ou ne souffre d'aucun problème de santé grave. La défense n'a pas, que je sache, présenté d'éléments de preuve médicaux péremptoires établissant que M. Abdelrahman souffre d'un problème médical spécifique pendant les années de sa détention. Il s'est adressé à la Chambre à la fin de la procédure en première instance et a l'intention de s'adresser à la Chambre lorsque nous en aurons terminé avec ces audiences. Donc il est en mesure de s'exprimer de façon claire et cohérente. Évidemment, un état de santé négatif pourrait être considéré comme pertinent et une demande de libération anticipée peut être faite plus tard si l'état de santé s'aggrave et se détériore. Je
pense que M. Nichols a évoqué tous les éléments qui étaient pertinents. S'agissant des circonstances familiales de M. Abdelrahman, invoquées par la défense, je ne mentionnerai même pas la réaction de mes clients face à une telle suggestion, car je pense que nous tous pouvons facilement imaginer, vu les conséquences des crimes commis par M. Abdelrahman sur nos clients et leurs familles. J'essaie de rester objective, et même si cela peut paraître injuste, et s'il est vrai que la Chambre Katanga a pris en considération les circonstances familiales comme facteur atténuant, cela ne fait plus partie de la jurisprudence de la Cour. En effet, l'évolution récente de la jurisprudence devant la Cour en matière de fixation de la peine, les chambres de la CPI n'ont pas accordé de poids aux facteurs, aux circonstances familiales, par exemple pour les visites familiales, le décès d'un parent pendant la détention ou les conditions de vie difficiles. Je m'en remets à la Chambre et à son pouvoir discrétionnaire si elle souhaite adopter une autre approche en matière de facteurs atténuants. J'en arrive maintenant à la suggestion de la défense selon laquelle M. Abdelrahman a joué un rôle en tant que médiateur. La défense essaie de faire valoir que M. Abdelrahman a joué un rôle de médiateur important dans les conflits tribaux et qu'il a protégé la vie humaine dans la mesure où cela nécessite une atténuation de sa peine. Elle a même prétendu que M. Abdelrahman est un homme de paix. Il va presque sans dire que c'est une interprétation inadmissible du jugement de première instance et de l'évaluation des témoignages des témoins en procès. La défense cite la chambre de première instance et ses conclusions s'agissant du témoin P932 et le témoin P858. La défense a tout simplement mal interprété d'abord les propos de la chambre préliminaire en disant que la chambre a dit que M. Abdelrahman a joué un rôle en tant que camp de paix, et deuxièmement, les dépositions des témoins elles-mêmes. En termes concrets, voici ce que les témoins ont dit. Le P939 a déclaré avoir vu M. Abdelrahman parmi d'autres notables lors d'une négociation relative au bétail qui a eu lieu à Garcila en 2000. Dans un premier temps, lors du procès, la défense a contesté le fait que le P932 ait été présent à un tel événement. D'abord, la défense ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais quoi qu'il en soit, agir en qualité de médiateur dans des négociations au sujet du bétail, à un moment et dans un lieu qui n'ont aucune pertinence pour les charges, n'a rien à voir avec le titre d'homme de paix. Le P858 a déclaré qu'il y avait un problème était survenu entre les Janjaouides et les villageois lorsqu'une arme a été volée. M. Abdelrahman a déclaré que l'arme avait été retrouvée et que cela avait résolu le problème. Et le témoin a également parlé du fait que l'Oumda et l'échec se plaignaient dans le bureau de M. Abdelrahman à Garcila pour résoudre ces conflits. Pourtant, par rapport à la plainte concernant le viol de deux femmes, P0858 a déclaré que M. Abdelrahman n'a rien fait. Il n'a pas enquêté, il n'a pas créé un comité pour évaluer la situation sur le terrain. Et ça, d'après moi, n'est pas vraiment le comportement d'un homme de paix. La défense s'appuie également sur les nouveaux témoins des 40, des 41, sur l'initiative de M. Abdelrahman de promouvoir la paix à Raad El Berdi. Pourtant, même si c'était accepté par la Chambre, les efforts pour intermédier entre les tribus entre 2009 et 2014 sont tout à fait non pertinents ici. Dans leurs arguments, la défense utilise les décisions de la peine dans l'affaire Ntaganda. Et donc, il est à noter qu'aucun des efforts d'assistance ou de pacification de M. Ntaganda ont été pris en compte comme facteur atténuant dans cette affaire. Donc même en appliquant ces standards-là, aucune des suggestions, même si elles étaient vraies, de la défense ne peut avoir d'effet atténuant sur la peine. Du point de vue des victimes participantes, dont les points de vue me guident ici, et après les conclusions de la Chambre d'instance, je dois dire qu'appeler M. Abdelrahman un homme de paix relève du cynisme. Bien, j'en viens à présent
aux interventions directes supposées de M. Abdelrahman pour préserver la vie. La défense soutient ensuite que M. Abdelrahman a pris des mesures directes pour protéger et préserver la vie dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec un bénéfice potentiel d'un plan commun. Deux exemples dans ce contexte pourraient atténuer la décision. D'abord, un événement de 86 au cours duquel M. Abdelrahman est censé avoir sauvé la vie des gens, de quelqu'un, d'un homme. Pourtant, ça montre surtout qu'il n'y a pas de meilleure preuve pour illustrer la bravoure et le caractère altruiste de M. Abdelrahman comme la défense le dépeint. En plus, nous avons le poids limité accordé au témoignage de 007 par la Chambre, même si ces circonstances atténuantes ne sont pas directement liées au crime, elles ne sont pas limitées par la portée des charges. Il doit y avoir au moins un lien. L'incident cité par la défense a eu lieu presque 20 ans avant les charges. Et donc, il est non pertinent pour l'affaire. Et c'est en particulier le cas étant donné la règle 145.2a2 qui fait référence à la personne condamnée après, pour des actes après l'agissement. La défense parle de femmes d'Arawala qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui ont été sauvées de la violence sexuelle par l'intervention de M. Abdelrahman et l'ordre donné au Janjaweed et à Moukdam Idriss. La défense dit que P0905 a apporté des preuves selon lesquelles M. Abdelrahman a ordonné au Janjaweed d'épargner les femmes à Arawala. La défense, après avoir qualifié le témoin 0905 de menteur, prend sa déclaration hors contexte. La déclaration est la suivante, et je cite: « Tout ce que vous voyez doit être tué ou éradiqué. Aucun homme ne doit être épargné, les femmes peuvent l'être. » Fin de citation. Donc, rien d'autre que le maquillage des actions brutales de M. Abdelrahman contre les populations civiles fourres, en présentant la persécution de genre comme un acte héroïque de M. Abdelrahman. Le fait que les femmes n'étaient pas attaquées en priorité n'est en fait que la conclusion logique d'une persécution de genre. C'est-à-dire qu'une certaine partie d'un groupe allait être ciblée spécifiquement du fait de leur genre, en l'occurrence les hommes. M. Abdelrahman a simplement choisi de ne pas prendre la vie des femmes comme il le faisait pour la vie des hommes fourrs, fait exactement partie du plan commun auquel a conclu la Chambre. Et au contraire, les femmes n'ont pas été épargnées par les attaques brutales des Janjaweed. La défense dit qu'à chaque fois que les Janjaweed allaient en guerre, ils ne tuaient pas les femmes, au contraire, ils les torturaient, les violaient. Pourtant, toutes ces femmes ne sont pas vivantes grâce à M. Abdelrahman, mais malgré des conséquences disproportionnées affectant les femmes, des exécutions et persécutions conduites par M. Abdelrahman. En fait, l'impact transgénérationnel pluriel et grave contre les femmes doit constituer un facteur aggravant dans la définition de la peine. En tout cas, la seule chose que doivent ces femmes à lui, alors je répète, quoi qu'il en soit, ce qui n'est certainement pas le cas, c'est que les femmes doivent leur vie à l'accusé, comme l'insinue la défense. Ensuite, la défense soutient que M. Abdelrahman a ordonné à Moukdam Idriss de protéger les femmes et les filles du risque de viol de la part des combattants arabes. La défense indique que les Janjaweed ont tué une femme et un homme, alors que M. Abdelrahman avait dit qu'il ne fallait pas tuer les femmes. Alors, aucune vie n'a été sauvée. La femme et son enfant avaient déjà été tués par ses subordonnés.
Selon P0905, il n'y a pas eu d'enquête ou de punition suite à cet incident. Ces subordonnés n'avaient rien à craindre des conséquences de leurs agissements. Monsieur, la défense a soulevé une action de M. Abdelrahman quand il a censément ordonné à M. Ougman Idriss de faire venir les femmes et les filles qui avaient déjà été violées. Même si c'est vrai, ça n'a pas d'effet direct sur le bien-être des femmes et donc ne peut pas être considéré comme une vie sauvée et constituer un facteur atténuant. Il faut d'autres arguments, comme par exemple l'utilisation de moyens exceptionnels pour sauver une personne, les aider à s'échapper, les cacher ou les aider à se cacher ou prendre des mesures pour atténuer la difficulté des détentions des détenus. J'ai d'autres références que je peux communiquer à la Chambre si besoin. Ensuite, montrer une action positive une seule fois tout en perpétrant des crimes si graves pendant la même période n'illustre qu'une incohérence et donc ne peut avoir aucun poids. La conduite de M. Abdelrahman ne montre aucune protection, aucune mesure concrète pour protéger les femmes et les filles. Au contraire, doit être considérée dans le contexte de ces crimes multiples et nombreux et ne saurait être considéré comme circonstance atténuante. Dans le rôle que j'ai ici, je ne peux que répéter le message puissant déjà repris dans nos observations écrites, transmis à la Chambre par 001, et je la cite: « La souffrance dans nos communautés est trop grande, en particulier les femmes de Darfour, celles qui ont été violées, celles qui ont perdu leur mari et celles qui sont seules aujourd'hui. Les femmes du Darfour sont fatiguées. » Fin de citation. J'aimerais en venir à présent à la suggestion de la défense selon laquelle M. Abdelrahman a essayé de créer une solidarité avec les clients. Alors, peut-être c'est pas nécessaire après tout ce que j'ai dit, mais quelques mots simplement. La défense essaye de présenter M. Abdelrahman comme quelqu'un qui a contribué à établir des liens entre les différentes tribus, à créer une solidarité et en aidant les familles, en particulier, y compris celles des familles Four. Alors, pour soutenir cette thèse, cela s'appuie uniquement sur son propre témoignage. En plus, la Chambre a octroyé peu de crédibilité à D3, D8, D39. Leur témoignage a été considéré du fait qu'ils connaissaient l'accusé sous le nom d'Ali Kouchaï. Donc même si on applique une grille de probabilité, la Chambre a considéré D3, D8 et D38 comme présentant des témoignages peu plausibles, contradictoires, non convaincants, et c'est pour ça qu'on a apporté peu de poids à ces témoignages. Il ne s'agit pas d'une question de doute, au-delà de tout doute raisonnable, ou de probabilité telle que le suggère la défense à cette étape, mais de pertinence, de fiabilité et de crédibilité générale des témoins. Aussi, il est à noter qu'aucun de ces témoins sont détenus Four, ce qui réduit encore la portée de leur témoignage à propos de la contribution de M. Abdelrahman par rapport à la solidarité interethnique. En d'autres termes, rien à propos de la solidarité intertribale. En ce qui concerne les 40 et 41, leurs témoignages portent sur des événements de 2009, donc sont non pertinents pour le cas qui nous occupe. On parle également du langage discriminatoire utilisé par M. Abdelrahman contre le peuple Four. Dire, vous êtes échappé d'Awala et vous êtes venu ici, même si vous allez au ciel, je vous trouverai. La Chambre a rappelé également que, en attaquant la station de police de Moukja,
Il a utilisé des termes dérogatoires, péjoratifs comme esclave ou rebelle ou Tora Bora. En présence de l'accusé, certains membres des Janjaouides ont dit à 0986, et je le cite, « Vous, les esclaves, c'est vous, cette année, vous allez tous mourir. » On a plusieurs vidéos, et je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'ils disent, mais une situation simplement des professeurs. J'ai tué tous ceux qui se moquaient et dénigraient le professeur Arad El-Berdi. Enfin, si jamais c'était vraiment arrivé, être généreux auprès des pauvres, sans que ça ait de lien avec les crimes pour lesquels M. Abdelrahman a été reconnu coupable, ça n'a aucun poids. La défense, au paragraphe 67 de ses écritures, indique également l'importance du travail de pharmacien dans différents lieux de Darfour, dans un lieu comme le Darfour. Alors, même si c'était vrai, ce facteur est tout à fait non pertinent ici. À tout le moins, il peut être considéré, d'après moi, comme un facteur aggravant. C'est quelqu'un qui travaille dans le système de santé et donc a la confiance, à ce titre, de la communauté qu'il persécute, tue les gens systématiquement plutôt que de les aider. C'est aggravant. Nous avons déjà envoyé notre réponse à la requête de la défense de proposer des éléments de preuve supplémentaires. Et nous avons dit que personne au Darfour n'attend, ou de fait ne mérite, d'être traité ou servi par un criminel de guerre. Et c'est lié à nos remarques sur le caractère de M. Abdelrahman. Lorsque l'on voit comment il a traité les gens de la communauté Four, on ne peut pas imaginer que la population de Arad El-Berdi souhaite son retour. Le souhaite voir gérer sa pharmacie et la thèse de la défense selon laquelle il serait nécessaire à son peuple dans cette communauté est complètement non pertinente pour la définition de la peine. Donc, cet argument ne saurait constituer un facteur atténuant. Et puis, M. Alassane, par exemple, dans une autre affaire, est aussi pharmacien. Et malgré les preuves selon lesquelles il pourrait avoir ce travail dans sa ville natale et dans ce centre de santé de sa ville natale, même s'il y a des ressources limitées, ça n'a eu aucun impact sur sa peine. Bien, la défense argumente également que la reddition volontaire de M. Abdelrahman est un facteur atténuant. Eh bien, cet argument ne tient pas. D'abord, parce que les faits sont assez similaires à l'affaire Ntaganda, par exemple. Les deux se sont rendus parce qu'ils n'avaient pas le choix. M. Abdelrahman a dit lui-même qu'il s'est remis à la cour pour éviter d'avoir à affronter les autorités nationales du Soudan. La défense ne peut pas témoigner pour l'accusé et fournir une autre raison et ne pas fournir de preuves qui suggérerait qu'il s'est rendu pour d'autres raisons. La défense a proposé beaucoup d'arguments, mais pas de preuves sur ce point particulier. La logique, c'est la volonté de coopérer avec la Cour. Bon, en l'état, l'accusé s'est rendu des années après l'émission du mandat d'arrêt contre lui, et il avait un intérêt personnel tout à fait particulier à le faire, qui n'a rien à voir avec la coopération avec la Cour. Et donc, ce ne constitue pas un élément à décharge ou d'atténuation. La jurisprudence de la Cour, considérant le poids attribué au bon comportement et à la coopération à la Cour, est permanent. On attend simplement de cela de toute personne accusée. En plus, le bon comportement peut être considéré comme un facteur atténuant si il s'avère être exceptionnel par sa nature, mais ne peut pas en tant que tel constituer un facteur atténuant d'une peine. En l'occurrence, rien d'exceptionnel.
dans le comportement de M. Abdelrahman au cours du procès qui pourrait constituer un élément atténuant. Le rapport de détention indique simplement que M. Abdelrahman s'est bien comporté comme un détenu modèle, mais rien d'extraordinaire là-dedans. Comme cela est stipulé dans la jurisprudence de la Cour, c'est ce que l'on attend d'un détenu. Ceci étant dit, je m'en remets à la discussion de la Chambre d'instance si elle souhaite donner un poids positif à ce comportement en détention de M. Abdelrahman, comportement qui n'est pas remis en question. Bien, la défense argumente aussi que M. Abdelrahman présente de belles perspectives de réhabilitation et l'absence de risque de récidive une fois libéré. La défense soutient que M. Abdelrahman présente une perspective de réhabilitation très positive, très bonne, et que ceci doit être pris en considération au moment de déterminer une peine. La défense, d'abord, s'appuie sur les perspectives de réhabilitation de M. Abdelrahman qui ne sont basées sur aucun fait objectif ou évaluation pertinente. La défense ne peut pas simplement... la Chambre ne peut pas simplement prendre pour argent comptant ce que dit la défense sur ça. Il y a des preuves, je l'ai dit, qui contredisent beaucoup des éléments avancés par la défense. Et en tout cas, c'est insuffisant pour évaluer une future réhabilitation et ses conséquences. En plus, la Chambre au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a considéré dans deux affaires que la réhabilitation peut avoir lieu si l'expression d'une tolérance et d'une compréhension des victimes peut être prise en compte. Pourtant, la capacité réhabilitatrice d'une peine ne peut influencer sur sa détermination. Les perspectives de réhabilitation, les possibilités de récidive ou les risques de récidive sont des éléments très complexes, y compris pour une chambre comme celle-ci. Au Soudan, il y a encore un conflit, des conflits similaires à ceux de 2003 et de 2004. Ceci, plus le déni complet de l'identité de M. Abdelrahman, ne laisse pas penser à une réhabilitation. Les victimes participantes sur ce point sont très claires. Elles ne souhaitent pas que M. Abdelrahman retourne au Soudan, car elles sont encore terrifiées par lui et sur le fait qu'il pourrait recommencer. On ne peut pas ignorer ce fait. Pourtant, si la Chambre décidait d'attribuer un poids quelconque à la perspective d'une réhabilitation de M. Abdelrahman, elle ne devrait pas lui donner un poids trop grand dans cette détermination. Et de fait, l'absence de condamnation préalable ne peut pas constituer une circonstance atténuante, parce que c'est le cas d'habitude ici. Je ne vois pas comment ici ça peut constituer un facteur atténuant. Bon. Autre argument de la défense auquel je dois répondre, c'est l'empathie exprimée par M. Abdelrahman vis-à-vis de ses victimes. La ligne de défense de M. Abdelrahman, et c'est son choix de l'adopter comme il l'entend, le remords est difficile à trouver. Et exprimer une empathie pour les victimes dans le même temps, ici, c'est du cynisme. Je suis désolé d'utiliser ce terme une nouvelle fois. Les victimes n'y croient pas. Cela suscite beaucoup de frustration parmi elles. C'est ce que j'observe chez mes clients lorsque je leur montre le discours de M. Abdelrahman en clôture du procès au mois de décembre 2024. Et c'est le retour que j'ai sur les différents arguments de la défense. Les trois lignes de défense argumentaires de la défense impliquent que les témoins de l'accusation, et donc y compris les victimes participantes, ont menti ou à
tout le moins négligé à dire la vérité. Alors on peut comprendre que l'accusé n'exprime pas de remords à ce stade, c'est son droit fondamental de faire appel du jugement, c'est vrai. Pourtant, le refus permanent de M. Abdelrahman d'admettre qu'il est Ali Gouchaïb a un impact inévitable sur la sincérité de son discours. La défense ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. M. Abdelrahman a décidé de faire appel du jugement et son choix est de maintenir qu'il n'est pas Ali Gouchaïb. En conséquence, l'expression d'empathie vis-à-vis des victimes en général à la fin de ce procès, dans cette brève allocution en public, ne peut pas être invoquée comme un facteur atténuant, y compris de manière limitée. Tout l'objet d'exprimer des remords vis-à-vis des victimes, essayer d'atténuer la douleur et de contribuer à la réconciliation. Ici, les termes de M. Abdelrahman sont tout à fait généraux, peu profonds, peu nombreux, arrivent tardivement et ne s'adressent pas directement aux victimes participantes à l'affaire. Eu égard à la ligne de défense de M. Abdelrahman, c'est beaucoup leur demander d'accepter ces mots de M. Abdelrahman. D'ailleurs, ils ne le font pas. De plus, la défense cite l'affaire Al-Mahdi comme un exemple d'un poids attribué à ses remords. Mais c'est faux. Si dans l'affaire Al-Mahdi, il y a eu une empathie, c'est parce qu'il a montré, après avoir plaidé coupable, des remords. Et une empathie, rien à voir avec le cas qui nous occupe aujourd'hui. Enfin, pour ce qui me concerne, je dois dire quelques mots par rapport aux arguments de la défense selon lesquels M. Abdelrahman souhaite contribuer aux réparations. Alors, je comprends que M. Abdelrahman est indigent et je ne vais pas lui demander d'utiliser les maigres revenus que lui apporte son travail au centre de détention pour participer à la réparation des victimes. Pourtant, pour être considéré comme un facteur d'atténuation, l'accusé doit faire des efforts pour compenser les victimes. Voilà ce que disent les textes, même si, je me félicite de la sympathie de la défense pour l'effort de compensation des victimes. Ça n'a pas de lien direct avec l'atténuation de la peine de M. Abdelrahman. Il faut replacer tout cela dans son contexte. D'abord, ça paraît, je suis bien désolé de le dire, comme un mouvement défensif purement opportuniste de la défense. C'est une procédure qui ne répond pas au texte de la CPI. En plus, nous n'avons pas reçu de suggestions qui nous auraient permis d'avancer dans le processus de réparation à n'importe quel moment. C'est ce qu'on disait dans notre écriture 1076, pardon. Pourtant, vendredi, Maître Lauchi, en informant la Chambre d'une réunion avec le Fonds pour les victimes et qu'à la suite de cela, qu'il avait écrit à 168 étapes pour participer à la réparation des victimes, au fond de réparation. C'est de l'actionnisme, comme on dirait. Ça arrive au tout dernier moment et ça vient de la défense, ce qui, d'après moi, peut avoir un effet contradictoire et dissuasif pour la levée de fonds. Et en plus, sans consultation, ce qui est tout à fait regrettable. Rejeter les accusations, demander un acquittement, sachant que dans le cadre légal de la CPI, ça supposerait aucune réparation pour les victimes. C'est une approche qu'ils peuvent adopter, certes, mais ça ne pourrait pas être considéré, ça ne peut pas être considéré comme un facteur atténuant. La défense peut évidemment demander l'acquittement, ne peut pas en même temps
demander des réparations. La défense ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, je passe la parole à présent à ma collègue, Maître Beaulieu-Lucier. Présidente, pardonnez-moi, Madame la représentante légale des victimes, je crois que vous avez parlé de témoins de la défense qui parlaient de femmes qui n'étaient pas tuées mais violées. Alors, j'ai vérifié, mais je ne retrouve pas si c'était témoin. Alors, si elle portait la mention P quelque chose, c'était l'accusation. En fait, vous n'avez pas mentionné de code, c'est-à-dire vous avez juste dit des témoins appelés par la défense. Vous avez tout à fait raison, je vais essayer de retrouver ça, mais vous avez raison, bien sûr. Bien, donc je passe la parole à Maître Beaulieu-Lucier à propos de la possibilité d'appliquer le droit soudanais. Et c'est un argumentaire assez détaillé parce qu'on a eu des fortes réactions de nos clients aussi. C'est une question juridique, certes, mais ça a suscité des réactions. Yeah, my colleagues from prosecution were helpful. Alors, avec l'aide de l'accusation, c'est P905. Merci à l'accusation. Merci. Donc, oui, un témoin de l'accusation. Good morning, Madam President. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Ma collègue l'a dit. La représentation légale des victimes ne peut pas accepter la conclusion de la défense selon laquelle M. Abdelrahman doit être libéré immédiatement ou devrait au maximum se voir imposer une peine de 7 années d'emprisonnement. Et c'est important pour nous parce que nous avons reçu le retour des victimes participantes qui ont dit par exemple qu'en un cas de meurtre, la charia prévoit des peines graves et ne prévoit pas d'exemption de peine. Donc, si la défense évoque la loi soudanaise ou les concepts de la charia, ils doivent accepter l'application pleine et entière de ces systèmes, y compris les peines les plus graves. Voilà un peu le type de retour qu'on a reçu. Nous sommes conscients que le droit soudanais inclut des éléments atteignants pour l'âge, en raison d'âge de l'accusé. Mais ça s'applique aux crimes ordinaires et pas au génocide, aux crimes contre l'humanité, aux atrocités les plus graves. L'âge ne saurait limiter les responsabilités pour les crimes perpétrés à ce niveau-là. Voilà leur réaction. Et c'est pour cela que nous allons argumenter cette question d'un point de vue juridique. D'abord dire que M. Abdelrahman pouvait prévoir que les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable allaient supposer une peine grave du fait de la gravité intrinsèque des crimes dont il a été reconnu coupable. Le premier argument de la défense est biaisé. La défense ne peut pas dire d'un côté que les peines les plus graves ne sont pas légales selon le statut de Rome et de dire en même temps que la peine maximale, en l'occurrence à l'époque au Soudan, était de 7 ans d'emprisonnement. Il y a toute une série de peines possibles entre 7 années d'emprisonnement et la condamnation à mort. Et la question que la défense aurait dû se poser, c'est pas quelle est la peine la plus importante après la crucifixion, le châtiment corporel ou la peine de mort, mais plutôt qu'est-ce qui est disponible dans le statut et à quoi pouvait s'attendre l'accusé. Et qu'existe-t-il dans la pratique internationale dans ces conditions-là? La défense n'a pas appliqué la bonne interprétation pour appliquer les principes de légalité et de non-rétroactivité. La Chambre d'appel, dans sa décision aux arguments de la défense par rapport à
par rapport aux arguments de la défense, a dû apprécier s'il y avait une violation du principe de nullum crimen sine die et elle a conclu que l'accusé pouvait être poursuivi. On le voit dans le jugement de la Chambre d'appel et vous-même, au paragraphe 28 à 606, arrivez à la même conclusion dans votre jugement. Ensuite, si nous appliquons la question de la prévisibilité qu'applique la Chambre d'instance, si on regarde également la pratique internationale, il est clair qu'on ne viole pas le principe de légalité, pas plus que l'on ne viole le principe de non-rétroactivité pour une peine supérieure à 7 années d'emprisonnement. Si on applique les critères de prévisibilité, alors d'abord, est-ce que la loi était suffisamment claire et accessible à la personne dans les circonstances présentes? Nous avons regardé le statut de Rome, qui a codifié le droit applicable en ses articles 77 et 78, et il existe un consensus selon lequel le principe invoqué, nulle pena sine lege, s'applique. La règle 148 établit clairement et explicitement les facteurs à appliquer et la peine doit refléter la gravité des crimes. Ensuite, si les peines doivent avoir été prévisibles, nous devons appliquer les standards raisonnables. Une personne raisonnable aurait pu s'attendre au moment des événements à devoir faire face à des peines qui correspondraient à la gravité des crimes perpétrés. Dans la décision contestée, la Chambre de première instance, en interprétant le paragraphe en question, a déterminé que M. Abdelrahman était en mesure de prendre des mesures pour comprendre et respecter ses obligations en vertu du droit international et qu'il était en mesure d'apprécier les conséquences pénales en découlant, notamment du fait de son service militaire et ses antécédents. La juge Ibanez a par ailleurs noté que le contenu du statut, y compris notamment les dispositions relatives à la compétence, sont d'application depuis l'adoption du statut. Elle a noté que le Soudan n'a pas ratifié le statut de Rome, mais qu'il avait signé en septembre 2000. Par conséquent, la loi était d'une autorité publique et était connue au Soudan et par l'accusé également. La Chambre d'appel et dans votre jugement en première instance, vous avez établi que M. Abdelrahman était en mesure de savoir que son comportement entraînerait une responsabilité, engagerait sa responsabilité pénale individuelle pour les infractions s'il devait être reconnu coupable en vertu du statut de Rome. Il en découle logiquement que pour comprendre la nature et la nature donc et la portée de la punition à lui imposer pour ces crimes. Il est également pertinent d'examiner la question de savoir si une peine de 30 ans d'emprisonnement pour ces crimes existait dans les pratiques en matière de fixation de la peine ou si elle se retrouvait dans d'autres sources du droit. S'il est vrai que la réponse est beaucoup moins directe que pour le principe de nulla crimen sine lege, la réponse est dans l'affirmatif également. La punition prévue par le statut ne va pas au-delà de ce qui existait en 2003 ou 2004 pour ce qui concerne les peines applicables pour des crimes similaires. Elle ne dépasse pas non plus les châtiments prévus par le droit soudanais à l'époque. Si l'on fait un retour dans l'histoire, les tribunaux de Nuremberg ont utilisé un principe. S'il est vrai que le TPY et le TPIR ont tous les deux imposé des peines d'emprisonnement à perpétuité, le TPY, sa chambre d'appel dans l'affaire Vlasic,
a indiqué dans son arrêt de 2004, paragraphe 681, que la Chambre de première instance n'avait pas violé le principe de nulla pena sine lege parce que l'accusé devait savoir que le crime pour lequel il avait été reconnu coupable était les violations les plus graves du droit humanitaire international, punissables par les peines les plus lourdes. Et depuis 2002, l'article 77 et 78, ainsi que la règle 145, ont expressément établi les peines dont les chambres pourraient se prévaloir pour la détermination de la peine pour des crimes relevant de la compétence de la Cour. Lorsqu'on examine les peines prévues par le droit soudanais pour des crimes de gravité similaire, comme celles pour lesquelles l'accusé a été reconnu, à savoir le viol, le meurtre et les attaques contre la population civile, les peines applicables pour ces crimes étaient très élevées en 2003-2004, y compris la peine de mort, le châtiment corporel et l'emprisonnement jusqu'à 30 ans d'emprisonnement en vertu du Code criminel de 1991 et la loi sur les forces armées de 1986. Il convient également de noter que le crime de meurtre est un crime de Qassas ou de Houdoud et que le crime de Qassas ou de Houdoud sont des crimes exclus de l'exemption de 70 ans. Et vous l'avez d'ailleurs noté dans votre jugement de première instance au paragraphe 44. Et le fait d'être condamné pour ces crimes au Soudan entraînerait automatiquement la peine de mort ou un châtiment corporel, quel que soit l'âge du condamné. Je vous renvoie au paragraphe, la déclaration du témoin D16, paragraphe 24 et 26 pour meurtre et paragraphe 49 pour le viol, et le fait d'ordonner la commission du viol au paragraphe 54 en tant qu'auteur direct. Il va sans dire que les peines prévues par le CPI pour des crimes imposés par d'autres juridictions internationales par le droit soudanais est beaucoup plus clémente. Et l'accusé savait très bien que le type de comportement dans lequel il s'était engagé entraînerait les peines les plus graves et les plus lourdes en vertu du droit international, y compris la réclusion à des peines très longues. À titre subsidiaire, la défense se fait valoir que l'application du statut constitue un changement de droit entre la période visée par les charges et le renvoi par le Conseil de sécurité en 2005. Et qu'en conséquence de cela, l'accusé devrait bénéficier de la peine la plus bénéfique, la plus favorable, à savoir l'article 24.2, un maximum de 7 années d'emprisonnement. Cet argument est sans fondement. D'abord, la défense ne fournit pas d'éléments pouvant étayer la position selon laquelle le Conseil de sécurité a changé le droit au Soudan. Le mécanisme prévu à l'article 13b prévoit l'application de la juridiction par la Cour dans l'affaire qui nous intéresse, ce qui veut dire forcément l'application du cadre juridique de la Cour à la date du renvoi. Avant la date du renvoi, dis-je. L'article 24.2 du statut applique le droit substantif du statut de Rome et se fonde sur les arrêts dans l'affaire Outosang. Cet article ne concerne pas le droit national. Par conséquent, on ne peut statuer qu'il y a eu violation de l'article 22 en l'espèce. Deuxièmement, la défense se fait valoir que le droit soudanais était le droit le plus favorable pour l'accusé parce qu'il prévoyait un maximum de 7 ans d'emprisonnement. Toutefois, le droit soudanais dispose que la peine de mort et le châtiment corporel peuvent être appliqués, imposés. Ce sont des châtiments très durs qui ne sont pas prévus par le statut de Rome. Mais dans l'ensemble, les États qui ont aboli la peine de mort l'ont remplacée par des peines de réclusion beaucoup plus longues. Par conséquent, même si la Chambre devait tenir compte de l'approche subsidiaire de la défense, le résultat serait le même. L'accusé se verrait imposer une peine
supérieur à 7 ans parce qu'il n'y a pas de violation de l'article 23 ou 24 et par conséquent cet argument doit être rejeté. Enfin, nous rejetons l'argument de la défense selon lequel le crime de Hiraba ne s'applique pas en l'espèce et qu'il mérite d'être relâché immédiatement. Dans le contexte de l'attaque sur Bindizi et Koudoum, il va sans dire qu'il n'y avait pas de possibilité The police officers did not have de sauvetage s'agissant de la commission du Hiraba parce que d'après le témoin P9, les policiers n'avaient pas d'équipement ni de moyens de transport. Après l'attaque des rebelles sur Bindizi, ils se sont retirés à Moukjar. Et après le retour, les villageois n'avaient pas d'armes, n'avaient pas de moyens pour se défendre. Et le P29 a dit lui-même, nous étions sans défense. Nous ne pouvions pas défendre nos positions, notre bétail. Ils ont tout pris de toute façon, parce que de l'autre côté, ils avaient des armes. Nous étions sans défense, nous ne pouvions rien faire face à cela. Toute autre conclusion concernant la commission de la Hiraba serait erronée. Par conséquent, la libération immédiate ne serait pas une conséquence logique vu les crimes graves qui ont été commis par l'accusé. Et pour conclure, M. Abdelrahman a choisi de se rendre à la CPI plutôt que de faire face à la justice soudanaise. Il connaissait les risques qu'il courrait là-bas et il savait ce qu'il attendrait ici à la CPI. Par conséquent, il doit accepter les conséquences de son choix, conséquences qui sont potentiellement plus clémentes que celles qu'il aurait eues chez lui. Merci, Madame la Présidente. Avant que vous vous asseyez, vous dites que la défense a mal interprété le droit soudanais. Par conséquent, vous n'êtes pas en train de dire que le droit soudanais ne s'applique pas du tout, comme cela a été établi dans Bemba et en Gwen. C'est le statut qui s'applique, selon vous. Maître Beaulieu-Lucier, oui, c'est le statut qui s'applique. Néanmoins, pour évaluer la question de savoir si le témoin aurait pu, l'accusé aurait pu savoir que c'est le droit soudanais s'appliquerait, on pourrait peut-être réfléchir à la question de savoir quel droit était applicable au moment de la commission des crimes. La juge présidente, ce n'est pas très clair. Êtes-vous en train de dire qu'il est permissible ou que la Chambre de première instance peut examiner le droit soudanais, comme d'ailleurs la défense nous invite à le faire, plutôt que de dire que le droit soudanais n'est pas applicable et que les pouvoirs de la Chambre de première instance sont limités à l'identification de la peine appropriée parmi celles qui sont énumérées dans le statut dans la fixation de la peine. Maître Beaulieu-Lucier, je pense que nous avons cité dans nos observations relatives à la peine la jurisprudence de la CPI ou d'autres chambres se sont prononcées sur ce qui est applicable en termes de la nature de la peine et que cela tombe sous le coup du statut de Rome, mais le droit domestique, le droit national n'est pas applicable. La juge présidente, voilà, je voulais simplement que ce soit bien clair. Ça ne l'était pas au début. Maître Beaulieu-Lucier, merci pour votre question et de la possibilité de préciser notre position. La juge présidente, vous en avez terminé. Donc, Maître Van Wistinghofen, oui, nous en avons terminé. Nous voulions certainement répondre à la défense et présenter nos conclusions. Nous présenterons nos conclusions à la fin de cette audience de fixation de la peine. La juge présidente, très bien. Nous allons peut-être faire la pause maintenant, mais auparavant, je souhaiterais répondre à quelque chose qui a été soulevé par les deux parties, me semble-t-il. Et Maître Lachi, ou Maître Edwards peut-être, pourra y répondre.
Vous nous invitez à appliquer le principe de la prépondérance des probabilités, et je suis d'accord avec vous que même si la prépondérance des probabilités ne figure pas dans le statut, le critère n'existe même pas en droit continental. Mais à de nombreuses reprises dans votre mémoire, vous avez fait valoir le fait que le critère n'est pas, la norme d'administration de la preuve n'est pas au-delà de tout doute raisonnable lorsqu'il s'agit d'établir des constats ou des conclusions, surtout si l'on statue en votre faveur sur la prépondérance des probabilités. Mais je suis sûr que vous trouverez des exemples pendant la pause déjeuner. Vous faites référence à des constats de faits. Mais si nous n'avions pas été persuadés, au-delà de tout doute raisonnable, convaincus que cette norme est satisfaite, certaines choses, nous n'aurions pas pu le déclarer coupable, déclarer M. Abdelrahman coupable. Nous n'aurions pas pu faire d'affirmation claire là-dessus. Alors je ne sais pas comment vous voulez que nous composions avec cela. Maître Lauchi, merci Madame la Présidente. La juge présidente, je peux vous trouver des exemples concrets si vous le souhaitez. Maître Lauchi, je pense pouvoir trouver un exemple. Et je pense que votre question est très pertinente, surtout eu égard aux arguments que nous allons présenter, surtout l'argument ligne 3. Donc le troisième moyen de la défense vous invite à constater que M. Abdelrahman croyait qu'il agissait sous le coup d'ordre et qu'il n'avait pas d'autre choix. Et dans votre jugement, vous avez conclu que les éléments que nous avons présentés pour étayer ce moyen de défense n'étaient pas suffisants. Eu égard à la norme d'administration de la preuve qui est au-delà de tout doute raisonnable. Nous apprécions cela, mais là, nous en sommes à un autre stade. Là, on est en train de discuter de circonstances atténuantes où la norme d'administration est inférieure. La norme étant, comme vous l'avez dit, la prépondérance des probabilités. Vous penserez peut-être qu'il s'agit là de ressasser des arguments anciens, mais ce qui n'a pas été retenu en fonction donc du au-delà de tout doute raisonnable pourrait être retenu selon la prépondérance des probabilités. C'est pour cette raison que nous avons présenté cet élément parmi les éléments en faveur de circonstances atténuantes. La juge présidente, pardon, Maître Lauchi, je vous invite à vous reporter au paragraphe 58 de votre mémoire. Que j'ai annoté ici. Maître Lauchi, un instant, je vais le relire. La juge présidente, là où vous dites en parlant de sa moralité, que la Chambre, la défense est consciente du fait, est consciente des conclusions de la Chambre quant à la fiabilité des témoins. Mais s'ils n'ont pas été jugés crédibles au-delà de tout doute raisonnable sur l'alias Ali Kouchaib, comment est-ce que nous pouvons faire fi du fait que nous avons été convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Abdelrahman était bel et bien Ali Kouchaib. Comment est-ce que nous pouvons maintenant dire, en fait, nous n'en savons rien. Maître Lauchi, non, dans ce paragraphe, ce n'est pas ce que nous suggérons du tout. C'est-à-dire que ce qui sous-tend tous les arguments de la défense, c'est votre jugement en première instance. Ce qui est contenu dans votre jugement en première instance ne fait pas l'objet d'une discussion. Ce qui est important maintenant, c'est que s'agissant de ces témoins que nous mentionnons dans ce paragraphe,
Dans votre raisonnement, vous avez déclaré « Nous ne les trouvons pas crédibles parce qu'ils disent que M. Abdelrahman n'était pas Ali Kouchaïb, alors que nous, de la Chambre, estimons, au-delà de tout raisonnable, qu'il était bel et bien Ali Kouchaïb. » C'est un aspect de cet élément de preuve. Maintenant, dans ce paragraphe, ce que nous vous demandons, et mon confrère Ian Edwards va développer notre proposition cet après-midi ou peut-être même demain. Donc, il va expliquer que ce n'est pas le seul sujet relatif à la déposition de ces témoins. Vous n'avez pas été persuadé par ces témoins qui vous ont dit que M. Abdelrahman n'était pas Ali Kouchaïb, mais ces mêmes témoins ont également dit que c'était un homme de bonne moralité et qu'il a été positif pour sa communauté. Nous croyons, surtout selon la prépondérance des probabilités, que votre conclusion, à savoir que M. Abdelrahman était bel et bien Ali Kouchaïb, au-delà de tout doute raisonnable, ne vous empêche pas d'examiner l'autre aspect de la déposition de ces témoins sur ce qu'il a fait ou pas pour sa communauté. La juge présidente. D'accord, je pense comprendre maintenant ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que sur les questions précises qui faisaient l'objet, qui étaient contestées lors du procès, notamment l'alias Ali Kouchaïb, vous n'essayez pas de revenir sur ces sujets-là, mais vous voulez dire que sur d'autres éléments qui ne concernaient pas des sujets débattus en procès, nous devrions les évaluer à nouveau selon la prépondérance des probabilités. Maître Kouachi, je pense que vous avez la possibilité de le faire à ce stade, oui. La juge présidente, en tout cas, ce qui m'a laissé perplexe, et mes collègues aussi peut-être, c'est qu'on a eu l'impression que vous étiez en train de dire que nous pourrions réexaminer les éléments de preuve sur lesquels nous avions déjà statué, que nous avions rejetés dans le cadre du procès, que nous devrions les reconsidérer et déterminer si, au fin de la fixation de la peine, selon la prépondérance des probabilités, nous les aurions acceptées, ce qui aurait été impossible parce que le critère n'était pas le même. Maître Lauchi, non, ce n'est pas ce que nous avions suggéré. J'espère que maintenant les choses sont claires. La présidente, oui, merci. Dans ce cas-là, nous allons reprendre à 14h30. Vice Verba Levin.